Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Georges Paul-Langevin, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer de faire un petit exercice pour la présenter quand même. Madame Paul-Langevin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors, on est dans vos bureaux, on est dans les locaux du Défenseur des droits. Donc aujourd'hui, vous êtes adjointe de la Défenseur des droits, vous êtes vice-présidente du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Vous avez été plusieurs fois ministre, députée de Paris. Que signifie pour vous le mot pouvoir, Madame Paul-Langevin? Pour moi, le pouvoir, c'est la capacité, ou en tout cas ou l'attitude, à faire changer la réalité et de l'infléchir dans un sens qui correspond un peu à vos idéaux. Parce que sinon, en soi, le pouvoir, si ce sont les attributs extérieurs du pouvoir, ça n'a qu'une importance relative. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir effectivement profiter de telle ou telle situation pour pouvoir changer les choses. Très bien. Et comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Je dirais, au fond, à chaque fois, c'est plutôt une forme de déception de se rendre compte que c'est tellement difficile d'arriver à faire bouger les choses. Parce qu'on s'imagine que quand on est dans certaines situations, ça va être facile. Bon. Même quand on est ministre, on pense que les gens vous obéissent. C'est pas vrai? Voilà. Et on se rend compte à chaque fois que c'est extrêmement difficile et qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs qui font que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, le président Macron, c'est quand même le sommet du pouvoir et il a beaucoup de mal à faire passer ses réformes. Tout à fait. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Alors, j'ai beaucoup entendu ça, notamment dans les mouvements de femmes dont je faisais partie. Alors, effectivement, il y a forcément des différences entre l'homme qui est, comme mon fils, 1m95, 90 kg, et une grosse voix, et puis une femme qui est menue. Voilà. Mais sur le fond, je suis pas tellement persuadée que l'exercice du pouvoir soit très très différent, parce que ça consiste quand même à se faire entendre, à se faire écouter. Et ça consiste souvent à résister à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc je ne suis pas absolument convaincue de ça. On m'a toujours dit que les femmes étaient peut-être plus souples, etc. Mais moi j'ai vu quelques femmes qui avaient le sens du pouvoir et très franchement, je n'ai pas trouvé qu'elle était si facile que ça à manager. Donc je crois que l'exercice du pouvoir, il y a des différences. Vous avez des gens qui sont plutôt dans la souplesse et vous avez des gens qui s'imposent. Mais ça, je crois qu'on en trouve tant en hommes qu'en femmes. Très bien. On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose pour y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si oui, est-ce que vous avez eu à sacrifier quelque chose? Je pense que on sacrifie tout. Dans la vie, c'est des choix. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas faire tout en même temps et tout faire bien en même temps. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu à sacrifier des choses essentielles. Peut-être pas mal de loisirs. C'est vrai que à mon âge, je sais toujours pas jouer à la belote ou au bridge. Mais évidemment, vous n'allez pas non plus travailler 12 heures dans la journée et puis aller en boîte de nuit le soir. Mais pour l'essentiel, j'ai eu quand même l'impression d'être arrivé tant bien que mal à équilibrer les choses. Simplement, peut-être, je me dirais que aujourd'hui, ça serait à refaire. Peut-être que je prendrais un peu plus de temps pour ma famille. Très bien. On ne naît pas puissante, on le devient. Que vous inspire cette phrase? Je suis pas totalement. D'abord, comme je vous dis, j'ai quelques réserves sur l'idée de la puissance. Mais il est vrai que si on travaille, si on s'acharne, si on fait les choses dans la durée, il est vrai qu'on arrive à avoir des responsabilités, à avoir de la confiance des gens. Et donc, finalement, à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé possibles quand on était jeune. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, on m'aurait dit que j'aurais été députée, j'aurais pas cru. Ou ministre, j'aurais pas cru non plus. Ce qui signifie que petit à petit, on peut progresser sur son chemin.
Très bien. Est-ce que vous avez l'occasion de partager l'expérience de l'exercice du pouvoir dans votre entourage ou avec des femmes qui sont au même niveau que vous? Est-ce que vous avez un réseau, un club, un peu comme Ouais. les boys clubs? Est-ce Ouais. que... C'est-à-dire que moi, j'ai été souvent membre d'associations contre le racisme, qui était évidemment un engagement très important pour moi, et des associations de femmes. C'est d'ailleurs l'Assemblée des femmes, vous savez, c'était selon, je crois que c'est Aristophane, je crois, qui à un moment donné a dit qu'il fallait que les femmes s'occupent des affaires de la cité parce que les hommes décidément n'étaient pas à niveau. Et c'est avec cette association que on a pu prendre confiance. Parce que très souvent, individuellement, quand une femme veut exercer une responsabilité, on lui dit ben non, mais toi c'est pas capable, toi tu t'y es pas bien prise, tu t'es mal présentée, etc. Bon. Donc à chaque fois, les femmes se faisaient éliminer quand elles voulaient, par exemple, être élues. Et un jour, on s'est dit bon ben on va se rassembler et ensemble, on va peut-être y arriver mieux. Et je pense que ça a été le cas, puisque si on n'avait pas été ensemble à s'entraider et à poser les questions aux hommes responsables et élus, on n'aurait peut-être pas réussi à faire bouger le nombre de femmes élues. Bien. Et par exemple, ici, chez le Défenseur des droits, je dois dire que dans les postes de responsabilité, il y a aujourd'hui une majorité de femmes. C'est sûr que dès qu'on nous donne le pouvoir, On le on le prend et on se rend compte qu'on est très efficace. Cependant, le dernier rapport de l'ONU, je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas, il estime qu'il faudra 140 ans pour que les femmes soient représentées au même pied d'égalité dans les positions de pouvoir sur les lieux de travail. Selon vous, quelle stratégie les femmes devraient-elles encore mettre en place pour accéder aux espaces de pouvoir? Parce que vous venez de donner un exemple en disant que ça a permis de faire bouger les choses, mais il nous faut encore 140 ans? Moi, si je regarde, quand vous regardez la situation en France, elle a changé assez vite, en C'est fait. vrai. Moi, ma mère, elle n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire à son nom, y compris pour verser sa paye. Bon. Les femmes devaient avoir l'autorisation du mari pour partir en avion avec leurs enfants. Donc, ça a changé très très vite. Et parfois, aujourd'hui, nous sommes étonnés de ce qui se passe dans des pays étrangers, sans nous rappeler qu'il y a 50 ans, en France, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, moi, je suis persuadée que demain, quand les femmes dans ces pays-là auront commencé à s'organiser et à se défendre, eh bien, les choses pourront évoluer assez vite. Ce que je regrette un peu, c'est que parfois l'exemple des luttes qui ont été menées par les femmes occidentales pour pouvoir arriver à l'égalité n'est pas suffisamment présent dans leurs préoccupations. Et donc, elles cherchent souvent une voie autonome pour accéder à l'égalité. Ce qui fait qu'elles refont peut-être les luttes, elles refont et même les erreurs que les femmes en Occident ont pu faire auparavant. Mais moi, je suis persuadée que peut-être que les choses, si les femmes sont instruites, je pense que si les femmes peuvent avoir accès au savoir, je pense que les choses pourront aller plus vite. Il y a 50 ans, il y avait une maternité à Fort-de-France qui était énorme, c'était la plus grande maternité de France, parce que le destin des femmes était de faire des enfants. Des enfants. Maintenant, c'est terminé, maintenant c'est à Mayotte. Donc, je crois que quand les femmes ont les moyens d'avoir barre sur leur corps et d'avoir quelque chose dans la tête, elles peuvent aller beaucoup plus vite que les prédictions qu'on peut faire. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes noires, justement? Parce qu'on est très visible, mais malheureusement, on est relativement invisible dans les espaces de pouvoir. Est-ce que vous, en tant que femme noire, et en plus vous avez été à la tête de beaucoup d'organisations de lutte contre le racisme, vous êtes très engagée sur les questions de lutte contre les discriminations, et d'ailleurs votre mandat aussi ici est axé sur ça, et d'ailleurs le Défenseur des droits a sorti un rapport sur les discriminations liées à l'origine. Donc autant de raisons. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de plus qu'on ne fait déjà, ou qu'est-ce qui nous manque? Je pense que, en fait, c'est comme toutes les luttes, hein, c'est des choses qui, d'abord, il faut les mener. On ne perd que les luttes qu'on ne mène pas. Et trop souvent, les gens se résignent un peu à ce que les choses soient comme... ils pensent que c'est inéluctable.
Et par ailleurs, c'est vrai que nous avons fait ici, chez le Défenseur, on a fait une enquête sur les discriminations et on s'est aperçu qu'effectivement, les, les femmes, et notamment les femmes ici, donc on dit étrangères, puisque peut-être que l'item d'homme-tom est trop petit, eh bien, faisaient partie des catégories les plus discriminées. Bon. Mais là encore, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Et c'est vrai que d'une part en France, pour l'instant, il n'y a pas quand même énormément de femmes noires. Et très souvent, elles sont toujours dans des couches assez modestes de la société. Tout à fait. Mais quand elles peuvent commencer à exister, à avoir donc des diplômes et de bons emplois, je crois qu'elles occupent la place comme il faut. Et quand je suis arrivée à l'Assemblée en 2006, en 2007, j'étais la seule femme qui était issue de la diversité en métropole. Et il y avait plusieurs femmes qui étaient élues dans les Outre-mer. Bon. Aujourd'hui, à l'Assemblée, vous en avez plusieurs. Oui, c'est vrai. Et souvent, des femmes qu'on entend, et des femmes qui ont été réélues. Par exemple, la députée Huguette Hiegna, qui a été élue dans le Lot. Bon. Eh bien, non seulement elle a été élue, parce qu'on peut dire une fois, c'est dans le courant macroniste, mais elle a été réélue. Vous avez Maude Petit, qui est députée du Val-de-Marne, et qui a été élue et réélue. Donc je pense, et qui, justement, ce qui me frappe, c'est que souvent, les femmes ont du mal à... Ben, vous avez Rachel Keke, évidemment, Oui. que tout le monde connaît. Bon. Mais les femmes ont parfois du mal à arriver dans la responsabilité. Mais une fois qu'elles y sont, je pense qu'elles exercent elles font les choses bien, elles exercent leur fonction, souvent très correctement et sans excès. Donc, une fois que c'est arrivé une fois, bon, ben, je pense que ça peut donc se reproduire et se diversifier. Très bien. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Parce qu'on a vu l'effet que ça avait fait avec la loi Copé-Zimmermann, la loi RIP5, que ça a facilité justement la place des femmes dans les espaces de décision. Est-ce que vous pensez qu'il faille en arriver là pour que les choses puissent aller beaucoup plus vite, ou alors il faut laisser le temps au temps? Alors, toute la difficulté qu'on a, c'est vrai que même nous, quand on s'était battu à l'Assemblée des femmes pour la parité en fait, c'est un quota 50-50. Bon. Mais la difficulté, c'est que autant sur le handicap, etc., on a procédé avec des quotas, avec un succès relatif d'ailleurs, puisque vous avez des amendes si vous n'avez pas un nombre suffisant de personnes en situation de handicap dans l'entreprise, mais pour autant, certaines entreprises préfèrent payer l'amende. Comme les hommes ont préféré payer des amendes au début plutôt que de donner des places électives et éligibles aux femmes. Bon. Donc, ce qui pose difficulté pour des quotas en matière d'origine, c'est que justement nous sommes un pays où on a beaucoup de réticences à l'égard des statistiques ethniques, de tout ce qui est classer les gens dans telle ou telle catégorie. Donc, moi, je me dis que, en plus, avec tous les métissages qu'il y a en France, dans quelle catégorie exacte vous allez classer les gens, ce ne sera pas tellement simple. Donc moi, je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'il y a un problème et qu'il faut essayer de progresser, je pense qu'on peut progresser sans avoir forcément à classer. Regardez à la télévision, où le problème était quand même massif, puisque à part les films américains, on ne voyait pas de personnes de la diversité. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu quand même des efforts de fait, et il suffit pas on ne dit pas que la personne est noire, africaine, antillaise, autre chose, on dit qu'elle est perçue comme. Tout à fait. Et à partir de là, ça ne signifie pas qu'une autre personne ne pourra pas la classer dans une autre catégorie. Bon. Donc, je crois qu'il ne faut pas figer les choses, mais effectivement se dire qu'il est important pour une société que toute sa diversité soit représentée. Et par conséquent, on a des progrès à faire là-dessus, et j'espère qu'on pourra progresser sans cela. Sur la publicité, par exemple, justement dans les affiches, je crois qu'un jour, on s'est rendu compte que c'était pas possible d'avoir des publicités monocolores. Et on a commencé à en mettre beaucoup. Des gamins avec des cheveux frisés, etc. Bon, on en voit un peu partout. Oui. Donc, ça montre qu'il est possible de progresser sans avoir des classements. Je pense qu'il serait bien qu'on puisse avancer dans ce sens sans avoir besoin d'en arriver là. Très bien, ben, espérons-le en tout cas. Est-ce que vous avez un coup de gueule
et un coup de cœur, c'est-à-dire quelque chose qui vous énerve vraiment, que vous aimeriez voir changer, ou quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, que vous aimeriez voir continuer. C'est difficile, il y a beaucoup de choses évidemment qui peuvent vous déplaire. Moi, ce qui me déplaît beaucoup, c'est certaines émissions de télé là, où on voit les gens venir se faire humilier par l'animateur. Et je me dis, mais c'est pas possible. Dans notre vie courante, on parle toujours de bienveillance, d'être bienveillant avec les enfants et tout ça, et même avec de mettre une certaine forme de bienveillance dans les entreprises. Et là, devant des milliers de personnes, on vient insulter des personnes qui ont telle ou telle responsabilité. Je me dis que c'est une dérive qui n'est pas souhaitable. En revanche, dans la vie courante, il y a quand même beaucoup de gens qui sont tout à fait remarquables. Moi, ce qui me frappe beaucoup, ce sont les gens qui donnent des coups de main dans les associations caritatives. J'ai une amie qui va 3 fois par semaine au Resto du Cœur pour pouvoir donner des repas aux gens. Donc, je pense que dans notre société, on a justement des tas de gens formidables, mais on les voit pas assez. On les voit pas. On les voit pas assez. Malheureusement. Madame Pollencheva, est-ce que vous avez une phrase, une devise, un proverbe, en tout cas quelque chose qui illustre vos engagements, qui illustre votre personnalité, que vous aimeriez partager avec nous? Moi, il y a quelque chose à quoi c'est Aimé Césaire. Mais je pensais effectivement, il y a 2 trucs d'Aimé Césaire qui dites-nous les 2 que j'ai souvent en tête. Vous savez, c'est dans le cahier du retour au pays natal. Il raconte la fois où il arrive dans le métro et il y a un noir comme Michele dans le métro. Et il dit il était mal habillé, mal fringué, ridicule, etc. Et il dit que les gens le regardaient en souriant. Et il dit j'esquissais un sourire complice. Et ça, c'est son regret, parce qu'il a été lâche en quelque sorte. Ouais. Et je pense que très souvent, face à des gens qui sont décriés, qui sont pauvres, qui sont mal fringués, mal polis, bon, on a parfois tendance à se dire mais ils sont lourds. Bon. Et il faut déconstruire là. Il se dit effectivement, il ne faut pas être dans la situation du type qui se moque du noir comme Michele. Ouais. Et ça, j'y pense beaucoup. Et puis, justement, Aimé Césaire aussi, il dit en quelque part, un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. C'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas un spectacle dont on peut se moquer quand un homme souffre. Mais il faut au contraire essayer de faire quelque chose. Je pense que, comme nous sommes tous, ma foi, un peu, on pense à autre chose, on peut être pris par ses propres préoccupations, ou même on peut avoir tendance à avoir envie de rigoler, mais parfois, à chaque fois, il faut se dire, bah oui, c'est un humain qui est là. C'est un appel au secours. Ah oui. Hier, par exemple, on est allé visiter un camp avec la Défenseur, un camp de gens du voyage. Et on a été reçus d'ailleurs admirablement avec le café, les petits gâteaux, etc. Mais je me disais, comment on peut demeurer indifférent à la situation de gens qui vivent dans des conditions matérielles aussi déplorables, voyez ? Et si proches de nous, voilà. En fait. Mais on ne les voit pas. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et donc, il faut faire attention à ça. Tout à fait. Mais merci en tout cas. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? Je suis pas tellement les animaux. Mais bon. Vous n'avez pas envie d'être un animal? Non, je me vois pas trop. Peut-être un oiseau. Quand j'étais jeune, je rêvais que je voulais. Voyez, donc peut-être un oiseau, mais d'accord. Pour aller loin. Un aigle, une. Non, pas un rapace. Faut être réaliste. Une colombe. Peut-être. Oui. D'accord. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Moi, je pense que les choses ne se font pas en un jour. Je crois absolument pas à ça. C'est peut-être le fait que je suis pas révolutionnaire. Moi, je pense que pour changer le monde, il faut beaucoup de ténacité. Et donc, il faut pas se décourager, avancer pas à pas. Et petit à petit, les choses peuvent bouger. Mais en un jour, on fait pas grand-chose. Très bien. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? C'est difficile de s'imaginer en une ville. Moi, à la limite, je pense que si je pense à une ville que j'aime beaucoup, c'est ma ville, c'est Pointe-à-Pitre, et qui effectivement est une ville dont on dit, elle a beau être classée ville d'art et d'histoire, elle n'est pas très belle, il y a beaucoup de maisons écroulées, etc. Mais c'est une ville qui a été à la fois une ville qui s'est bâtie autour
de l'usine, donc ce qui aux Antilles a fait vivre beaucoup de gens, donc avec beaucoup d'ouvriers agricoles qui étaient des gens extrêmement modestes. Et c'est une ville donc qui a eu du mal face à la modernité, mais c'est une ville en même temps aujourd'hui encore qui a un charme fou. Donc je pense que c'est la ville que j'aurais aimé être. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare: quand je serai grande, je voudrais être Georges Paul Langevin, que lui diriez-vous? D'abord, je crois qu'il ne faut jamais vouloir être quelqu'un d'autre. Parce que il faut partir de ce qu'on est. Vous savez, moi j'étais très mauvaise en gym, etc., très maladroite, etc. J'étais gauchère, contrariée. Donc pendant très longtemps, on se disait, mais est-ce qu'elle va y arriver? Et en fait, c'est le jour où on comprend qu'il ne faut pas s'appuyer évidemment sur ses points faibles, mais plutôt sur les choses où on est plus à l'aise. Je pense qu'on arrive à quelque chose le jour où on fait le bilan de qui on est et où on essaie d'aller de l'avant et de rester ce qu'on est. Parce que si je voulais être une grande blonde, bon, c'est mal parti. Donc, je mais dirais c'est à l'enfant, possible, hein? sois toi-même et comme ça, tu y arriveras. D'accord, très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé d'apporter un objet, une photo, en tout cas pour vous, quelque chose qui symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, ou la féminité tout court. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors là, j'ai un peu de mal parce que j'ai pas eu immédiatement en tête ce que je pourrais vous donner comme symbole du pouvoir et de la féminité. Mais j'avais pensé, si vous voulez, à ce truc qui me quitte jamais parce que c'est une racine de fougère sculptée. Donc à la fois, c'est une image de femme, le visage de femme. Et en même temps, pour moi, c'est comme une sorte de talisman. Je le trimballe dans tous les bureaux où j'ai travaillé. Et donc, c'est à peu près ça que je vois, qui pour moi est le symbole plutôt c'est pas du symbole du pouvoir, je dirais plutôt du symbole de l'activité professionnelle, du travail. D'accord. Et c'est en même temps... Et de la féminité aussi. Voilà. Et c'est en même temps, c'est un visage très doux qui est un visage féminin. Donc voilà. Ah ben, très bien. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons quasiment à la fin de notre entrevue. Madame Paul Langevin, vous êtes une femme de pouvoir. Même si oui, vous êtes une femme de pouvoir. Alors, pour conclure cette entrevue, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot ou en une phrase quel est votre super pouvoir? Je crois pas du tout avoir un quelconque super pouvoir. Moi, j'ai l'impression que ce qui permet d'avancer, c'est d'abord d'avoir de l'intérêt pour les autres. Parce que si on commence à penser à soi, je suis pas bien, j'ai pas loupé telle chose, etc., là, on voit tout de suite des aspects négatifs. Si on est d'abord projeté dans l'intérêt pour les autres, pour ce qu'ils peuvent faire, pour ce qu'ils font, je crois que ça, c'est quelque chose qui aide puissamment à avancer. Parce que c'est quelque chose qui vous distrait, c'est quelque chose qui vous donne des exemples aussi de survie, comme on parlait tout à l'heure des gens du voyage. Et par conséquent, moi je dirais, c'est ça, c'est l'intérêt pour les autres qui est le super pouvoir. Très bien. Ben, ça sera le mot de la fin. L'intérêt pour les autres. Merci. Merci beaucoup, Madame Georges Paul Langevin. C'était un grand plaisir. Merci. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.